Hello. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan culturel du mois de mars. Comme tu l'as remarqué, ce n'est pas le cadre habituel. Ce n'est pas la dégaine habituelle non plus. Mais bon, je me disais que j'allais quand même sortir mon bilan culturel. Comme ça, peut-être que tu découvriras des choses à faire. Et puis, surtout qu'après ce bilan culturel, je pense que je vais pas trop poster parce que je suis assez stressée par mon mémoire et sur comment je vais bien pouvoir rendre un mémoire sans avoir les bibliothèques, sans savoir tout ce dont j'ai besoin en fait. Donc je vais surtout me prioriser, surtout me concentrer sur ça. Alors déjà on va commencer par les séries, commencer à regarder Freud. Donc au début moi je pensais que ça allait être une série un peu historique qui allait revenir sur ses découvertes, sur tout ce qu'il a pu innover dans la psychanalyse, etc. Et en fait juste la psychanalyse en général. Il s'avère que pour l'instant on suit que je sais pas, peut-être au 3e épisode, mais j'ai plus l'impression que c'est, comment dire, mi-historique, on va dire un tiers historique et 2 tiers un peu fictif, mystique et violent, assez sanglant. Si t'es une âme sensible, que t'aimes pas trop voir du sang, des bouts de pieds ou de doigts découpés, je te conseillerais pas forcément. Si c'est un truc qui te trigger, peut-être éviter. Globalement, pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser. J'ai pas fini la série, mais je l'ai commencé quoi. Je suis un peu. Je suis pas genre ultra hypée, mais je suis pas non plus. Enfin, je déteste pas non plus cette série. Je suis un peu en train de découvrir le truc. On va dire que si tu cherchais une série historique sur Freud, bah ça va pas trop être ça. J'ai plus l'impression qu'on a un Freud qui va résoudre des crimes avec une médium. Et voilà, donc pas vraiment très historique. Après, si t'as la curiosité d'aller voir, pourquoi pas, mais pour l'instant, j'ai pas trop me prononcer sur cette série, je suis bof, on va dire. Après, avec le confinement, j'ai enchaîné les épisodes de Lucifer. Alors, c'est pas de la grande série, c'est pas une grande série intellectuelle, c'est vraiment. Globalement, je regarde ça quand je fais mes annexes pour mon mémoire ou que je suis en train de faire des codes de bas de page. Donc, globalement, c'est une série que j'appellerais une série un peu genre type NCIS, les experts machin. C'est-à-dire, t'as des crimes, des choses comme ça, puis pendant tout l'épisode, tu vois l'enquête et ensuite la résolution du crime / de l'énigme. Donc c'est un peu ce genre de série. Par contre là ce qui est marrant c'est que t'as tout un fil rouge autour de l'histoire de Lucifer, puisque le personnage principal, des personnages principaux, c'est le diable en personne qui a voulu prendre des petites vacances sur Terre, et donc il n'est plus en enfer, logiquement, et puis en fait il apprend à connaître les humains et à s'adapter à ce monde. Et en apprendre aussi plus sur lui-même, donc t'as un espèce de petit fil rouge comme ça, mais voilà, c'est surtout des enquêtes de crimes, ce genre de choses. Ça, c'est très divertissant, c'est amusant, voilà, c'est pas la grande série, mais franchement ça passe. Et ensuite, j'ai regardé Vampire, qui est une déception. En gros, j'essaie de te résumer ça sans spoiler, même si franchement je pense pas que ça gâcherait grand chose. Mais globalement, c'est une famille de vampires aujourd'hui qui s'est écartée de la communauté des vampires, donc ils sont un peu indépendants, tu vois. Mais indépendants, mais du coup ils ont des petits soucis notamment pour s'approvisionner en nourriture. Pour vivre tout simplement parce que ils peuvent pas sortir en plein jour, etc. Et dans cette famille, il y a 2 des enfants qui sont mi-humains, mi-vampires, dont un qui n'a pas de pouvoir, qui est vraiment humain, et l'autre, la fille, le personnage principal, qui elle va découvrir en fait que elle a hérité des gènes de vampire et des gènes humains, ce qui a formé un mélange assez particulier. Et on va suivre un petit peu
ses péripéties, sa découverte de ses pouvoirs, de ce qu'elle peut faire, de ses pulsions aussi, ce genre de choses. Le truc, c'est que je trouve que ça va être très série pour ados et pas dans le bon sens du terme. J'ai trouvé en fait toute la saison 1, elle sert à poser ce qui supposément sera une saison 2. Donc tout va quand même très vite et il y a certaines réactions que je trouve pas forcément très logiques. Certaines choses qui auraient pu être plus approfondies qui ne le sont pas. Le jeu d'acteur parfois qui, pour moi en tout cas, parfois il est un peu moyen, genre j'étais là en mode... Par exemple le personnage de la mère me casse entièrement les couilles à un point, je ne supporte pas ce personnage. Donc voilà, ou la façon dont est joué le personnage, je n'ai pas du tout accroché. Et ouais, non, j'ai pas trouvé ça très réussi. J'ai quand même regardé jusqu'au bout pour essayer de donner une chance au truc, mais je serais curieuse de voir s'il y aura des améliorations si une saison 2 sort, mais je t'avoue que la saison 1 m'a beaucoup déçue. C'était quand même intéressant. Enfin, c'est un truc quand même assez classique maintenant, les vampires et tout. Mais j'étais vraiment assez déçue, mais je voulais donner une chance à une série française et voilà, c'était pas top. Ensuite, j'ai revu Downton Abbey, le film, pas la série. J'en avais déjà parlé, donc je te le mettrai dans le petit, je sais plus c'est quel côté. J'avais déjà fait un retour là-dessus, donc je vais pas revenir dessus. Ensuite, évidemment, je regarde mes notes, c'est les expos et les lieux culturels en général. Je suis allée voir l'expo Marche et Démarche au musée des arts décoratifs, avec l'expo aussi Harper Bazaar qui y était en même temps. Je vais commencer par Harper Bazaar parce que j'ai préféré. Donc Harper Bazaar, c'est le premier magazine de mode et donc l'expo va retracer toute son histoire, mais pas son histoire uniquement avec les journalistes qui ont écrit dans ce journal, mais avec les photographes, les figures de mode, les modèles, les courants artistiques qui ont pu être liés à ce magazine, et c'était vraiment intéressant. Ça va suivre un ordre assez chronologique, il y a de très belles pièces qui sont exposées, notamment des robes, des pièces de créateurs, de toute époque confondue, et c'est assez intéressant. C'est bien aménagé, t'as beaucoup d'espace, si t'es fatigué, t'as de quoi t'asseoir. C'est quand même pas mal aménagé. Moi en soi j'ai pas mal aimé cette expo. Si t'aimes la mode, si t'es intéressé par ça, je te conseillerais d'aller la voir quand tu pourras aller la voir. Et après, de l'autre côté, il y avait Marche et Démarche, donc qui est sur l'histoire de la chaussure et aussi de la démarche du coup. Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup de potentiel avec cette exposition parce que les pièces étaient vraiment cool, mais la scénographie était pas cool parce que du coup, je sais pas si t'es déjà allé au musée d'art déco, mais du coup t'as les grands espaces d'exposition qui sont donc sur 2 étages, et sinon l'autre espace d'exposition c'est 2 galeries longues et assez étroites. Du coup c'est compliqué d'aménager pour des expos, ce qui s'est senti là. Et du coup, les premières salles, ça s'est vachement ressenti parce qu'il y avait beaucoup de monde, ce qui fait que généralement je passe pas les salles pendant les expos. Même quand il y a du monde, j'attends, je suis patiente, mais là ça m'a saoulée. J'ai passé peut-être les 2 premières salles. Donc ce qui était gênant, c'est qu'en fait il y a des vitrines absolument partout et il y a une grosse vitrine qui montre avec plein de chaussures dedans qui font une espèce d'histoire de la chaussure de façon chronologique et dans différentes cultures, différents continents, etc. Ce qui est intéressant. Sauf que du coup, ça prend tout l'espace et tout le monde fait tout autour, plus avec les vitrines qui sont encore autour. Du coup, la circulation, elle se fait très mal. Donc ça, c'était pas top. J'ai bien aimé la partie sur une tradition chinoise qu'il y avait il y a un moment, il me semble, je sais plus. Pour des pieds en bouton de lotus. Je te laisserai te renseigner là-dessus. C'était une âme sensible et vite. Mais du coup c'était assez intéressant, surtout que moi c'était quelque chose que je connaissais, donc j'étais contente
voir les chaussures qui étaient adaptées pour ces pieds-là, comment ça se faisait, même si c'est quand même assez gore. D'ailleurs, c'est une salle où il y a un petit avertissement, voilà, si t'as une âme sensible ou si tu y vas par exemple avec un enfant qui peut être vite traumatisé, il n'y a pas d'image choquante, mais c'est juste que si tu peux lire comment sont faits les pieds en bouton de lotus, ça va te... C'est pas forcément très fun. Donc voilà, j'ai aussi un peu l'impression qu'ils ont tout misé sur leur attraction et essayage de chaussures. En gros, tu pouvais essayer des chaussures un petit peu bizarres ou qui soit avaient des formes très bizarres, soit c'était dur de marcher avec. J'ai un peu l'impression qu'ils ont misé tout là-dessus, notamment sur Insta. Leur communication est beaucoup passée par la publication de photos de gens qui faisaient cette attraction. Donc voilà. Et après, l'autre côté, je l'ai préféré parce que on pouvait mieux se déplacer tout simplement. Après, il y avait un espace qui était dédié aux chaussures mythiques, c'est-à-dire la pantoufle de verre de Cendrillon par exemple. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que la première chose que j'ai vue c'est le carton, une illustration où tu avais Cendrillon qui essayait sa chaussure. Et ensuite j'ai vu la chaussure, sauf que c'est pas une expo sur les contes, c'est une expo sur les chaussures. Donc je sais pas, peut-être mettre la chaussure sur un petit piédestal ou un truc pour la faire un peu plus ressortir, mais ça j'ai trouvé ça cool. C'est quand même une bonne expo si tu t'intéresses toujours à la mode ou aux chaussures, je ne sais pas. C'est assez cool de voir aussi l'évolution qu'on a eue de la chaussure, les outils qu'on utilise pour fabriquer différents types de chaussures, ce genre de choses. Mais voilà, c'est la scénographie qui pêche un peu. Mais il y a quand même de très très belles pièces qui sont exposées. Donc voilà, si ça t'intéresse. Ensuite, j'avais fait une visite de l'Opéra Garnier, donc une visite guidée. Donc l'Opéra Garnier est ouvert en journée et tu peux aller visiter si tu n'es pas forcément au courant. Donc moi je connaissais quand même pas mal, je connaissais les personnes qui travaillaient dessus parce que bon, je l'avais vu dans certains cours et même de mon côté je connaissais déjà tout ça. Donc énorme bâtiment, beaucoup de pièces, beaucoup de tournures, beaucoup de sculptures. Mais maintenant j'aime toujours aller là-bas, j'aime bien, il y en a partout, ça brille de partout, j'aime bien ce côté-là. Surtout que bon, ça m'intéresse, c'est 19e, donc c'est surtout l'aspect, la société du 19e qui se balade dans ce lieu qui m'intéresse et de connaître pourquoi il y a ça là, qu'est-ce que ça faisait à l'époque, nan. Pour moi c'était très intéressant, surtout du coup c'était une visite guidée, donc on a eu un tas d'informations et c'était plutôt cool, donc je te conseille si tu n'y es jamais allé, ça peut être sympa d'aller découvrir ça. Je ne sais pas à combien sont les entrées, mais je pense qu'en étudiant il y a des tarifs réduits ou la gratuité, faudra vérifier. Puis voilà. Ensuite, je suis allée au musée Gustave Moreau, j'y étais jamais allée, sauf que j'avais des archives à aller consulter là-bas pour mon mémoire, et il y a Pepper Dwyer, je vais appeler Pepper, ça va être plus simple, qui tient un blog sur l'art, la culture, etc., que je te conseille d'aller voir notamment. Récemment, elle a commencé une newsletter aussi, donc ça c'est vraiment pas mal. Et tu peux aussi la suivre sur Insta et tout, et elle fait vraiment du très bon contenu, sachant qu'en plus elle fait pas d'études en histoire de l'art et tout, elle se renseigne très très bien et franchement ses articles sont vraiment top et il y a un petit peu d'humour, donc ça fait toujours bien quand ça fait toujours du bien quand tu essayes d'apprendre un truc où tu peux avoir des réticences comme l'histoire de l'art. Je sais qu'il y a des gens qui veulent pas trop rentrer dedans parce que ça les intéresse pas, ou tout simplement il y a une espèce de barrière et qui fait que t'as pas forcément envie d'y aller, mais avec un peu d'humour ça fait tout passer et franchement c'est très bien fait, donc je te conseille ça. Bref, retour sur Gustave Moreau. Du coup, le musée en fait c'est
son ancien atelier qu'il a aménagé, atelier /maison. Et du coup c'est un hôtel particulier en fait, hein, si on veut. Un hôtel particulier du 19e. Le musée a essayé de garder quand même une certaine ambiance, donc de mettre ça, mais il y a un magnifique escalier, c'est pas en colimaçon le nom, je retrouverai le nom, je te le mettrai là, comme ça te fera un petit vocabulaire, mais c'est pas un escalier en colimaçon, faut que je retrouve le nom. Et donc c'est assez sympa de voir l'atelier, c'est notamment un atelier assez grand, tu respires bien. Moi, il n'y avait pas trop de monde en plus quand j'y suis allée après avoir travaillé en archive, bref. Donc c'est sympa. Les œuvres de Moreau, t'en as qui sont finies, ils ont aussi exposé les œuvres non finies, donc tu vois aussi comment ils travaillent, ce qu'il y a sous ces peintures et tout le dessin qu'ils fournissent avant de peindre. T'as aussi ces dessins, tu peux consulter, donc c'est plutôt sympa, très bonne, ça fait une très bonne ambiance, donc ça je te conseillerais vraiment, c'est très très joli ce musée, qui est pourtant pas hyper connu, donc je te conseille. Du coup, toujours avec Gustave Moreau, j'ai lu Gustave Moreau et ses élèves, qui est enfin là du coup ça a été écrit à l'envers, mais bon bref, qui est un petit catalogue d'expos. C'était une exposition qui a eu lieu en 1962. Donc tu te dis pourquoi j'ai ça et comment je suis au courant qu'il y avait cette expo en 62. C'est parce que pour mon mémoire, mon artiste a, pendant quelques jours, enfin bon bref, il y a eu un incident qui a fait que il n'a pas pu rester bien longtemps dans l'atelier de Moreau aux Beaux-Arts, mais du coup je me suis renseignée dessus et il est d'ailleurs je me suis en me renseignant dessus, j'ai eu la référence de ce bouquin parce que l'auteur a tout simplement fait une liste avec un certain nombre d'élèves qui sont passés dans l'atelier de Moreau, avec une petite photo de classe ici, mais il n'y a pas mon artiste de tout, c'est bien dommage. Et du coup, ça parle de l'ambiance qu'il y avait dans l'atelier de Gustave Moreau, quels élèves importants sont passés. Du coup, ce qui est un peu dommage, c'est que tous les autres élèves sont effacés par la figure de Rouault, de Matisse, parce qu'ils sont passés dans cet atelier et que on considère que Moreau a permis aux fauves d'être fauves, si je peux caricaturer ça comme ça pour faire très très simple. Le fauvisme, c'est un mouvement artistique, je mettrais Tatin, des œuvres. Et du coup, il y a des conservateurs qui ont analysé l'éducation qui se faisait dans son atelier et comment cette éducation a permis au Matisse, par exemple, de faire ce qu'il a fait après son éducation. Donc c'est assez intéressant, enfin moi en tout cas ça m'a intéressé parce que j'avais besoin de savoir comment ça se passait les cours dans cet atelier et de savoir pourquoi Carluchet, l'artiste sur lequel je travaille, a voulu rentrer dans cet atelier et ne pas continuer à suivre, enfin du moins à se détacher de son premier maître de peinture, donc voilà, c'était pour ça que je m'étais intéressée à ça. Il y a plein de citations d'anciens élèves qui parlent enfin plein, il n'y en a pas beaucoup, genre globalement, donc qui parlent de l'ambiance, il faut que je finisse mes phrases qui parlent de l'ambiance de l'atelier. Globalement le texte il fait, est-ce que je te montre ça? Voilà, le texte il fait ça dans le catalogue et tout le reste c'est la liste des œuvres qui étaient exposées pendant l'expo et quelques visuels en noir et blanc. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose, mais dans le peu qu'il y a, c'était quand même intéressant. Ça m'a pas mal aidé quand même pour mon mémoire, vu que moi je ne connaissais pas forcément trop sur Gustave Moreau prof, donc c'était assez intéressant, surtout qu'il avait une façon de faire des cours qui ne se faisait plus trop et qui ne se fait pas à l'école des Beaux-Arts à son époque. Donc voilà. Sinon, j'ai mis à jour les musiques que j'écoute en ce moment. Je te préviens, il risque beaucoup d'y avoir beaucoup de musique des années 90 parce qu'en ce moment, c'est ce que j'écoute pour travailler. C'est motivant, tu vois. Donc, ça
ça me permet d'arriver à travailler. Et du coup, il me semble que c'est tout pour ce mois-ci, ce qui est quand même déjà pas mal. Et puis voilà, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!